Je vais vous présenter la scapula. Donc la scapula s'articule en avant avec la clavicule et latéralement avec la tête de l'humérus. Elle est située entre la deuxième et la septième côte. Elle forme la face postérieure du thorax et elle est de forme triangulaire. Elle possède donc deux faces, une face costale et une face postérieure, ainsi que trois bords, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral, ainsi que trois angles, un angle supérieur, un angle inférieur et un angle latéral. Nous allons procéder à la description des faces. La face costale est excavée, elle présente latéralement la fosse subscapulaire qui forme la paroi postérieure de la fosse axillaire et où cheminent les vaisseaux et le nerf subscapulaire. Dans la fosse subscapulaire s'insère le muscle subscapulaire via les différentes crêtes qui sont présentes. Sur le bord médial se trouvent deux surfaces, une surface triangulaire supérieure et une surface triangulaire inférieure où vont s'insérer respectivement les faisceaux supérieurs et inférieurs du muscle dentelé antérieur. Elle regarde la paroi latérale et postérieure du thorax via le muscle dentelé antérieur. Médialement se trouvent deux plans de glissement cellulo-graisseux qui forment la cysarcose intéro-cérato-scapulo-thoracique qui permet le mouvement de la sonnette de Cruvelier, c'est-à-dire le mouvement de l'abduction du bras supérieur à 90 degrés. La face postérieure est convexe, elle présente l'épine scapulaire qui est oblique latéralement vers l'arrière et vers le haut, et latéralement se trouve l'acromion. L'épine scapulaire est aplatie de haut en bas et de forme triangulaire. Sur la face supérieure de l'épine scapulaire, l'épine scapulaire présente deux faces, une face supérieure et une face inférieure, ainsi que trois bords, un bord antérieur qui s'articule avec le corps, un bord latéral qui est concave mousse et qui regarde l'articulation scapulo-humérale, ainsi qu'un bord postérieur qui est large, rugueux. À noter que sur le bord latéral s'insère le ligament transverse inférieur de la scapula. Sur le bord postérieur, dans la partie moyenne, se trouve le tubercule scapulaire de Cruvelier. Sur la lèvre supérieure s'insère le chef inférieur du trapèze, ainsi que le fascia supraépineux. Et sur la lèvre inférieure s'insère le chef postérieur du deltoïde et le fascia infraépineux. L'acromion est de forme quadrangulaire, il présente une face supérieure et une face inférieure, ainsi que trois bords, un latéral, un médial et un postérieur. Sur le bord latéral, qui est épais, convexe et rugueux, s'insère le faisceau moyen du deltoïde. Sur le bord médial, qui est mince et concave, s'insère l'extrémité acromiale de la clavicule. Et sur le bord postérieur s'insèrent les fibres moyennes du muscle les fibres moyennes transversales du chef acromial du muscle trapèze. Sur l'acromion, on note la présence d'une bourse séreuse sus-acromiale et l'insertion du ligament coraco-acromial au-dessus de l'articulation scapulo-humérale. Maintenant, la fosse supraépineuse. Sur la fosse supraépineuse s'insère le muscle supraépineux ainsi que le fascia supraépineux qui s'insère du bord supérieur de l'os jusqu'à cette lèvre supérieure de l'épine scapulaire. Postérieurement, la fosse supraépineuse est en rapport avec les fibres du chef supérieur et moyen du muscle trapèze. La fosse supraépineuse occupe le quart supérieur de notre face postérieure de notre os et vont cheminer les nerfs et les vaisseaux suprascapulaires. Il faut noter que le nerf suprascapulaire est une collatérale du plexus brachial et les vaisseaux suprascapulaires proviennent de l'artère subclavière. La fosse infraépineuse est convexe, lisse. S'insère le muscle et le fascia infraépineux.
Le fascia infraépineux s'insère effectivement sur la lèvre inférieure de l'épine scapulaire. La fosse infraépineuse occupe les trois quarts inférieurs de la face postérieure de la scapula. Sur le bord latéral se trouve une crête longitudinale. Sur la moitié supérieure s'insère le petit rond et sur le reste s'insère le muscle grand rond. Y cheminent les vaisseaux circonflexes scapulaires qui proviennent de l'artère subscapulaire, qui vont s'anastomoser avec les vaisseaux suprascapulaires qui, eux, proviennent de l'artère subclavière. Sur le bord supérieur, notons la présence de l'incisure scapulaire qui, médialement, donne insertion au muscle homohyoïdien. Dans cette incisure scapulaire, nous avons le ligament transverse supérieur de la scapula qui va s'insérer au niveau de ces deux extrémités. Dans ce canal qui va être formé par le ligament transverse, s'engage le nerf suprascapulaire. Attention, ce nerf peut être comprimé dans certaines pathologies. Nous avons aussi le passage des vaisseaux suprascapulaires au niveau supérieur et qui vont se diriger vers la fosse supraépineuse. Sur le bord médial, c'est le plus long des trois bords. Il est recouvert par le muscle trapèze en arrière et il est longé par le nerf dorsal de la scapula qui est aussi une collatérale du plexus brachial, ainsi que les vaisseaux scapulaires descendants. Médialement, il regarde la colonne vertébrale. Sur la lèvre antérieure de ce bord médial s'insère le muscle dentelé antérieur et sur la lèvre postérieure s'insèrent trois muscles. Dans le quart supérieur va s'insérer le muscle éleveur de la scapula et sur les trois quarts inférieurs, le muscle petit rhomboïde et grand rhomboïde. Sur le bord latéral, il y a dans l'extrémité supérieure le tubercule infraglénoïdal qui est de forme triangulaire où s'insère le chef long du triceps brachial. Le bord latéral est longé sur sa hauteur par les vaisseaux subscapulaires qui vont donner le vaisseau thoraco-dorsal et le vaisseau circonflexe de la scapula. Dans la partie moyenne du bord latéral, les vaisseaux circonflexes scapulaires vont contourner cette partie moyenne et entrer dans l'espace axillaire médial. Les vaisseaux circonflexes scapulaires vont donner des rameaux profonds pour la fosse infraépineuse, ainsi qu'une branche transversale cutanée qui va vasculariser la peau dorsale de la scapula. Nous allons maintenant procéder à la description des angles. L'angle supérieur donne insertion au muscle éleveur de la scapula, au niveau de la deuxième côte. L'angle inférieur est de forme arrondie. Il présente trois insertions musculaires pour le grand rond, le chef inférieur du dentelé antérieur, ainsi que le muscle subscapulaire. Il se trouve au niveau de K7, donc de la septième côte, en avant. Et parfois, nous avons la présence d'une insertion pour le muscle grand dorsal, ce qui est inconstant. Une pathologie peut être présente, c'est la scapula alata, si le dentelé antérieur ne fonctionne plus et la sonnette de Cruvelier ne fonctionne plus non plus. Sur l'angle latéral, nous avons la présence de la cavité glénoïdale. Elle est lisse, concave et peu profonde. S'insère à l'intérieur le bourrelet glénoïdal qui est fibrocartilagineux. Il s'insère avec le corps de l'os via le col de la scapula. Et nous avons la présence de la capsule articulaire de l'épaule, ainsi que de trois ligaments gléno-huméraux, le supérieur, le moyen et l'inférieur. Le tubercule supraglénoïdal donne insertion au chef long du biceps brachial. Maintenant, nous allons procéder à la description du processus coracoïde. Il se trouve entre la cavité glénoïdale et l'incisure scapulaire. Il présente deux faces, deux bords, une base et un sommet. La face supérieure est rugueuse et donne insertion au ligament trapézoïde. La face inférieure est lisse et la face inférieure présente une bourse séreuse subcoracoïdienne, puis en rapport avec le muscle subscapulaire. Le bord médial, lui, donne insertion au muscle petit pectoral, et le bord latéral donne insertion au ligament coraco-acromial
et au niveau de sa base au ligament conoïde. Le sommet du processus coracoïde donne insertion au tendon commun du chef court du biceps brachial et du coracobrachial, ainsi que le ligament coraco-huméral. Pour ce qui est de la vascularisation de la scapula, la scapula est vascularisée par le cercle périscapulaire. Donc, le cercle périscapulaire est composé de l'artère suprascapulaire, l'artère subscapulaire et l'artère scapulaire descendante. Toutes ces artères vont s'anastomoser au niveau de la fosse infraépineuse, de la fosse supraépineuse et antérieurement au niveau de la fosse subscapulaire. Ceci permet de contourner l'occlusion de l'artère subclavière ou encore de l'artère axillaire proximalement. Il y a aussi la présence de vaisseaux nourriciers qui vont perforer l'os. Au niveau de l'épine scapulaire, nous avons différents orifices vasculaires. Au niveau de l'angle inférieur également et du bord latéral.